Plongeons direct au cœur de la Terre du Milieu aujourd'hui, ou plutôt au cœur d'un phénomène Kickstarter qui affole complètement les compteurs. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. L'objectif de cette analyse, c'est de décortiquer le jeu de plateau coopératif Foes of Middle-earth. Et pour ça, on va se baser directement sur les conclusions de notre article qu'on vient tout juste de publier. Tout à fait, parce que ce jeu a quand même pulvérisé son objectif de 50 000 $ en 10 petites minutes. C'est fou. Et là, on dépasse allègrement le demi-million porté par une figurine de Balrog géant. Du coup, on est en droit de se demander si c'est un chef-d'œuvre ludique ou juste un simple braquage tarifaire. C'est exactement la question. Et quand j'ai rédigé ma partie de notre article, j'avoue avoir été complètement bluffé par la promesse initiale. On parle de 22 figurines pré-peintes. Et pas des petits pions discrets pour le coup. Ah non, on a ce fameux Balrog massif de 22 cm qui est fait pour trôner au milieu de la table du salon. Et comme ils ont les droits de Warner Bros, on a vraiment les visages officiels des acteurs. Déplacer Orlando Bloom avec sa mâchoire carrée pour jouer Legolas, ça fait forcément mouche. L'attrait esthétique, il est clair. Les éditeurs vont vraiment à un rêve visuel avant même de montrer un système de jeu. Ça joue à fond sur le FOMO, la fameuse peur de rater quelque chose d'exclusif. C'est sûr. Mais la facture ramène vite à la réalité. La boîte de base, c'est 159 $ hors taxe et sans les frais de port. Et si on part sur l'offre complète, le fameux all-in, avec l'extension Saruman, on grimpe super vite autour des 350 $. Ça fait très cher le kilo de plastique. Exactement. C'est un engagement massif, principalement pour du matériel. Surtout quand on regarde ce qu'il y a vraiment sous ce plastique. Dans la campagne, on nous vend ça comme un jeu de rôle un peu allégé. Concrètement, on a 1 à 4 joueurs qui incarnent la communauté de l'anneau et qui gagnent de l'XP sur une grille de 25 tuiles. L'idée d'améliorer son propre Aragorn, nous, Jim Lee, c'est hyper vendeur sur le papier. Oui, mais l'exécution pose un vrai problème d'immersion. C'est une faille qu'on a longuement détaillée dans notre article d'ailleurs. Ah oui, la génération aléatoire de la carte. Dans l'univers de Tolkien, la géographie, c'est la base de la narration. Se retrouver avec la comté qui est directement collée à Fontcombe, c'est totalement absurde thématiquement parlant. C'est clair. C'est comme sortir de chez soi à New York et tomber nez à nez avec la Grande Muraille de Chine. C'est exactement ça. Ça brise toute la cohérence de l'univers. Et il y a un autre décalage qui m'a vraiment frappé pendant l'écriture de notre article, c'est le contraste visuel. On a ces figurines en plastique ultra réalistes et juste à côté, les illustrations des cartes font vraiment cheap. Ouais, elles font presque datées. L'éditeur Devin Culture a promis de les retravailler vu les retours assez cinglants de la communauté. Mais bon, ça donne quand même une grosse impression de développement un peu brouillon pour un projet qui brasse des centaines de milliers de dollars. Ce genre de rustine de dernière minute, c'est souvent le drapeau rouge d'une campagne qui était lancée dans la précipitation. Et ça nous amène au point critique de la logistique. La fameuse date de livraison. Voilà, juin 2027. Et c'est géré par un studio brésilien qui a zéro historique en termes d'expédition mondiale. Juin 2027, on a le temps de relire l'œuvre complète de Tolkien 3 fois avant de recevoir la boîte. Facilement, ouais. Et l'histoire du financement participatif est plein de projets de ce type qui accumulent les années de retard. Ça, c'est sûr. Mais honnêtement, le détail de notre article qui m'a le plus indigné, c'est le sort réservé à Sam Gamgee. Ah, le fameux DLC. Mais oui, le véritable héros de l'histoire, le cœur émotionnel de la saga, n'est même pas inclus dans la boîte de base. Il est bloqué derrière un palier de financement à 650 000 $ comme une simple option payante additionnelle. Monétiser Sam de cette façon, c'est d'un cynisme absolu. C'est une stratégie super agressive, surtout quand on compare avec d'autres jeux sur le marché. Prends l'adaptation récente de Matt Lecoq, par exemple. Un excellent contre-exemple. Son jeu coopératif du Seigneur des Anneaux, il ne s'appuie pas sur 15 kilos de plastique. Il utilise des mécaniques de gestion de crise et un système de corruption hyper élégant, qui recrée la vraie tension psychologique des films. Et pour une fraction du prix en plus. Voilà, les choix ont un vrai poids narratif là. Je pense que pour quiconque s'intéresse au financement participatif aujourd'hui, cette analyse montre bien qu'il faut toujours gratter sous le vernis marketing. Une belle figurine sur une table de salon, ça remplacera jamais un vrai système de jeu immersif. C'est la grande leçon à retenir. Et ça amène une réflexion beaucoup plus large sur l'industrie du jeu de société actuelle. Si ce milieu s'appuie de plus en plus sur des licences hollywoodiennes hors de prix et des tonnes de plastique pré-peint pour exister, que restera-t-il demain pour l'innovation pure des mécaniques de jeu, celles qui rendent ce loisir vraiment intelligent et accessible? C'est une excellente réflexion à garder en tête la prochaine fois qu'un Balrog géant essaiera d'hypnotiser les foules sur Kickstarter. Ce sera tout pour cette exploration en profondeur, en espérant que le fruit de nos recherches apportera un nouvel éclairage aux passionnés.